Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette vidéo réalisée à l'intention des étudiants en sciences de l'éducation de l'UPSEJ dans le but de permettre à ces étudiants d'apprendre des notions même de manière distancielle. Il faut dire que le problème posé par le Covid-19 nous impose la distanciation sociale. Cela pour ainsi dire que les cours ne peuvent pas se donner de manière présentielle. Dieu merci, la technologie nous offre une possibilité et ce matin, nous allons en faire usage de manière à vous permettre de bien assimiler une notion très importante en docimologie. C'est bien votre serviteur, Benoît Jean-Samuel, professeur de docimologie à l'Université publique du Sud-Est à Jacmel. Normalement, cette vidéo se porte sur les différents types d'items d'examen et plus précisément sur la conception même des différents items d'examen, tout en se basant sur les règles de rédaction des items d'examen. Avant tout, c'est quoi un item d'examen? Bien souvent, dans les instruments de mesure, on peut rencontrer une pareille consigne, par exemple, compléter les phrases suivantes. Là, il s'agit d'un item de type à compléter ou un item à trop. On peut rencontrer également une consigne disant « Choisissez la bonne réponse ». Il choisit dans ce cas d'un item de type à choix multiple ou bien d'un item à choix de réponse. Cela pour ainsi dire que dans un instrument de mesure, il se pourrait bien qu'il existe plusieurs items d'examen. Donc voilà pourquoi nous définissons un item d'examen comme un élément d'un instrument de mesure. Suivant cette définition, tirée de Legendre 2005, un item est un élément d'évaluation ou de mesure. Ce peut être un problème à résoudre, une question ou une tâche plus ou moins complexe. Mais maintenant, combien de types d'items d'examen on peut distinguer? Dans cette vidéo, nous allons répertorier environ 8 types d'items. Item à choix multiple ou à choix de réponse. Item de type vrai ou faux. Item de type réarrangement. Item de type appariement. Item à choix alternatif. Item à réponse construite élaborée. Et il faut dire que dans ce type d'item, il y a item à réponse construite élaborée de type rédaction simple. Il y a également item à réponse construite élaborée de type rédaction complexe. Septièmement, on a des items qui se présentent sous forme de questions à réponse courte de type lacunaire. Et huitièmement, enfin, des items qui se présentent sous forme de questions à réponse courte de type quelques mots ou quelques phrases. Mais maintenant, c'est quoi un item à choix de réponse? C'est un item dans lequel l'étudiant choisit la bonne réponse parmi celles formulées à l'avance. Donc, on a un item et on demande de choisir la bonne réponse. Il y a plusieurs choix de réponse et comme ça, l'apprenant va choisir la bonne réponse. Ça, c'est un item à choix de réponse. Maintenant, la question qui doit se poser, c'est comment rédiger des questions à choix de réponse. Il faut dire qu'il existe plusieurs formes de questions à choix de réponse. La première forme, il s'agit
des questions à choix multiples conventionnelles. Par définition, une question à choix multiples est une question à laquelle l'étudiant répond en opérant une sélection parmi plusieurs solutions proposées. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on a demandé de choisir la bonne réponse. Le fondateur de la patrie s'appelle petit a, Jean-Jacques Rousseau. Petit b, Toussaint Louverture. Petit c, Jean-Jacques Dessalines. Donc là, l'étudiant va choisir la bonne réponse parmi les réponses proposées. Donc ça, c'est un item à choix multiple. L'étudiant va faire une sélection, il va faire un tri. Maintenant, parlant de l'item à choix multiple, il faut dire que dans la constitution même d'un item à choix multiple, il y a deux parties. Premièrement, il y a le tronc de la question, ou bien le tronc tout simplement. Et deuxièmement, il y a l'énumération des réponses possibles. Je vais revenir sur l'exemple que je viens de donner, justement pour pouvoir identifier pour vous ces deux parties. Par exemple, quand on dit le fondateur de la patrie s'appelle, ça c'est le tronc de la question. Et quand on dit petit a, Jean-Jacques Rousseau, petit b, Toussaint Louverture, petit c, Jean-Jacques Dessalines, là, il s'agit de l'énumération des réponses possibles. Dans l'énumération des réponses, on peut trouver les leurs, c'est-à-dire les mauvaises réponses, et on peut trouver aussi la bonne ou les mauvaises réponses. Un item à choix multiples conventionnel peut prendre diverses formes. Premièrement, une seule bonne réponse. Dans ce cas, une seule solution est correcte. Je vais vous donner un exemple là, qui est tiré d'un cours de musique. On a demandé par exemple d'identifier la bonne réponse. Quelle est la nationalité de Mozart? Allemande? Autrichienne? Française? Italienne? Polonaise? Le fait de dire identifier la bonne réponse, l'étudiant ne peut en aucun cas choisir deux réponses puisqu'on a dit la bonne réponse. Là, il s'agit d'un item dans lequel il y a une seule bonne réponse. L'item peut prendre aussi la forme d'une réponse qui ordonne une série. Là, il s'agit d'un item dans lequel il y a des réponses qui se trouvent en série, mais les éléments se trouvent en désordre dans ces séries-là. Et on vous demande de choisir la série dans laquelle les éléments sont en ordre. Et je vais vous donner un exemple. Choisissez la lettre correspondant à la séquence exacte. En vous rapportant à la liste ci-dessous, trouvez l'ordre hiérarchique relatif à la complexité des opérations mentales requises pour faire un apprentissage selon la taxonomie de Bloom. 1. Connaissance. 2. Application. 3. Compréhension. 4. Évaluation. 5. Analyse. 6. Synthèse. Là, on donne 4 choix de réponse. Mais chaque choix de réponse, c'est une série. Il y a des séries où les éléments sont en désordre, mais quand même, il y a une série, là-dedans, les éléments sont en ordre. Et nous savons très bien que les niveaux taxonomiques de Bloom sont ainsi arrangés: connaissance, compréhension, application, analyse, et synthèse, évaluation. Ici, on voit connaissance
c'est le premier. 1, connaissance. 3, compréhension. Du coup, on se réfère à petit c, on voit 1, 3. Troisième niveau, application, on voit ça en 2. Voilà, toujours en petit c. Quatrième niveau, on voit, disons, l'analyse. 5e position. Ensuite, on voit la synthèse. 6e position. Et enfin, l'évaluation qui se trouve en 4e position. Donc la bonne réponse, nous montre la série qui ordonne. La bonne réponse, c'est petit c. 1, 3, 2, 5, 6, 4. Une question à choix multiple peut admettre plusieurs bonnes réponses aussi. On dit alors qu'elle prend la forme de toutes les bonnes réponses. Dans ce cas, plusieurs propositions peuvent être correctes. Donc là, on vous demande de choisir les bonnes réponses. Je vais vous donner un exemple tiré d'un cours de sciences physiques de la classe de 7e année. Par exemple, on vous demande de choisir les bonnes réponses. On dit la masse d'un litre d'air est égale à petit a, 5 grammes, petit b, 1,293 grammes, petit c, 0,001293 kg. On connaît qu'a priori, la masse d'un litre d'air est égale à 1,293 grammes. Mais ici, on a donné aussi une réponse en kilogrammes. Donc, l'étudiant doit se montrer intelligent en convertissant 1,293 grammes en kilogrammes. Et comme ça, il va trouver que 0,001293 kg, c'est encore la même chose. Donc là, il y a plusieurs bonnes réponses. Donc, pour ce type de QCM, l'étudiant est appelé à suivre une démarche de résolution de problèmes. Je vais vous donner un autre exemple tiré d'un cours de chimie. Par exemple, on vous dit, connaissant que S, qui est le soufre, est égal à 32, O est égal à 16, la masse molaire de SO2 est petit a, 45 grammes, petit b, 64 grammes, petit c, 100 grammes. L'apprenant ne doit pas regarder avec les yeux les résultats et comme ça, il fait au hasard un choix. Non, il doit aller en brouillant, calculer la masse molaire de SO2 tout en remplaçant le soufre et l'oxygène par leur valeur et comme ça, il va trouver la bonne réponse et il va faire le bon choix. Là, il s'agit d'un item qui se présente sous forme de résolution de problème. Avant de laisser cette partie, je voudrais bien vous donner quelques règles de rédaction d'un item à choix multiples. Et il faut dire que ces règles ont été élaborées par Bernard et Fontaine. Les premières règles concernent l'énoncé. L'énoncé doit être en lien avec un objectif et se porte sur une notion essentielle. Vous savez très bien que, en allant dans une salle de classe, on se fixe des objectifs. Et quand on va choisir les items d'examen, faudrait-il bien que ces items soient en relation avec les objectifs préalablement fixés. Donc là, on parle de congruence. La congruence, c'est le fait qu'il y a une relation étroite entre le verbe se trouvant dans l'item d'examen et celui se trouvant dans l'objectif fixé. Deuxièmement, l'énoncé présente un seul problème à résoudre. Il y a des professeurs qui s'amusent à mettre plusieurs verbes dans une consigne. Ça donne problème. Par exemple, en chimie, quand on dit écrivez, complétez, balancez, équilibrez et identifiez les équations des réactions suivantes. Il y a trop de verbes. Et chaque verbe indique une activité. Chaque verbe précise une activité. Et comme ça, l'apprenant va être brouillé. L'énoncé utilise un langage simple et clair. Donc ça doit être
univoque. Ça ne doit pas prêter à équivoque. Ça doit être univoque. L'énoncé doit être exempt de détails inutiles. Éviter les questions qui demandent une opinion personnelle, une appréciation des étudiants. Là, ça arrive assez souvent, surtout en sciences sociales. Par exemple, un professeur de sciences sociales demande aux apprenants de commenter l'administration du président Martelly. Ça peut arriver que l'apprenant, suivant son jugement, il apprécie l'administration du président Martelly. Ça peut arriver aussi qu'il n'apprécie pas cette administration. Mais maintenant, si l'apprenant, dans son travail, il n'apprécie pas l'administration du président Martelly, et par coïncidence, le professeur, c'est un fanatique du gouvernement tête calée, et comme ça, il peut ne pas donner de bonnes notes à l'apprenant. Là, il y a une démarcation très importante à faire. L'enseignant doit se distinguer à l'examinateur. Quand on est enseignant, on est un. Quand on est et quand on se place en position d'examinateur, on est une autre personne. Et aussi, l'enseignant, ou du moins l'examinateur, doit se démarquer de sa personnalité politique pour pouvoir faire un très bon jugement. Donc, pour ne pas tomber sur ces problèmes-là, il est préférable d'éviter les questions qui demandent une opinion personnelle ou bien une appréciation des étudiants. L'énoncé est composé autant que possible à la forme positive, c'est-à-dire affirmative. Il peut être aussi à la forme interrogative, mais il faut éviter la forme négative. Mais maintenant, ces règles-là concernent un item dans lequel on demande de choisir la bonne réponse. La bonne réponse doit être indéniablement exacte ou meilleure que les autres réponses suggérées. La bonne réponse n'est pas plus longue que les autres choix de réponse, ni plus explicite, ni mieux construite. Par exemple, on a un item à choix de réponse, et puis il y a 3 réponses, mais il y a une réponse qui est construite vraiment de manière différente que les autres. Et comme ça, l'apprenant peut ne pas connaître la bonne réponse, mais en regardant la morphologie même, la constitution des réponses, il peut se dire, ah bon, je vais choisir cette réponse-là, puisque ça est construit d'une autre manière, et comme ça, il va trouver la réponse, et pourtant, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, il faut éviter de faire ça. La bonne réponse, tout au long de l'examen, varie de place de façon aléatoire. Ça peut arriver, dans la première question, la bonne réponse se trouve dans petit A. Dans la deuxième, on met ça dans petit C. Dans la troisième, on met ça dans petit D. Dans la quatrième, on retourne avec petit B, etc. De manière aléatoire. Mais maintenant, ces règles concernent les items dans lesquels on demande de choisir plusieurs réponses. Les choix de réponses sont homogènes dans leur contenu, leur forme et leur structure grammaticale. Les choix de réponses sont placés selon un ordre logique, c'est-à-dire chronologique, numérique ou alphabétique. Donc, par exemple, s'il y a une question dans laquelle les réponses sont des dates, donc on doit placer ces dates de manière chronologique. Toutes les leurres sont plausibles, mais faux. Cela veut dire quoi? Toutes les mauvaises réponses peuvent être tenues pour vraies, mais par contre, elles sont fausses. Les formulations de toutes ces réponses, écoutez ça bien, les formulations de toutes ces réponses, et aucune de ces réponses sont à proscrire, car elles ne mesurent aucun apprentissage valable. Donc évitez de mettre toutes les réponses sont bonnes,
toutes les réponses sont fausses, ou bien aucune de ces réponses, car cette formulation, du moins ces formulations, ne mesurent aucun apprentissage valable. Identifier les choix de réponse par des lettres plutôt que par des chiffres, afin d'éviter la confusion avec les numéros des questions. Par exemple, si on a 5 questions, première question c'est 1, deuxième question c'est 2, troisième question c'est 3, mais dans les choix de réponse, si on met aussi 1, 2, 3, comme ça, on peut jeter les enfants dans la confusion. Il est préférable de mettre petit a, petit b, petit c. Disposer les réponses suggérées en colonne, c'est-à-dire les unes sous les autres et non les unes à côté des autres. L'énoncé et les choix de réponses proposés doivent être sur une même page. Donc, on met l'énoncé sur une page, on commence à mettre les choix de réponses sur cette même page et on met les autres réponses dans l'autre page. Comme ça, l'apprenant peut ne pas savoir s'il y a d'autres réponses derrière et comme ça, il peut se retrouver dans l'embarras pour trouver la réponse demandée. Donc, il est préférable de mettre l'énoncé et les choix de réponse sur une même page. Le nombre de l'heure doit être généralement de 3 ou de 4. Donc, c'est-à-dire, si dans un item, il y a une bonne réponse, donc au moins il faut qu'il y ait 3 mauvaises réponses ou 4 mauvaises réponses. Et comme ça, il n'y a pas de titato, il n'y a pas de devinette. L'apprenant va utiliser ce qu'il sait pour faire un choix. Rédiger les questions en évitant de donner des indices de réponse dans les autres questions quand plusieurs questions se portent sur un même thème. Des fois, l'enseignant donne une série de questions, mais dans la question 4, il y a, je dirais, une partie de la réponse de la question 5. Comme ça, si l'apprenant peut répondre à la question 4, il va répondre avec facilité à la question 5. Donc là, il faut éviter ça. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette première vidéo. Je suis obligé de scinder le contenu en de très petits morceaux, justement pour vous permettre, pour vous faciliter le téléchargement. Ça a été un plaisir pour moi. J'espère que vous allez apprendre de cette vidéo. Au revoir et à une prochaine vidéo